pensais que tu allais parler de date. Oui, Ah non. Ouais. On l'a ouvert le 27 novembre 2010. C'est une date à laquelle on tient beaucoup, puisque normalement on fête notre anniversaire tous les ans, à l'exception des 10 ans qui ont lieu en novembre dernier, et donc sous confinement. Mais voilà, donc ça fait 10 ans et quelques. Et Alors ici c'est votre premier espace, ça a tout de suite été votre espace de galerie ou pas? Oui, ça, on a ouvert ici. Ça a été assez compliqué parce que on avait ce projet et puis il a fallu trouver des lieux. À partir du moment où on a décidé de monter une galerie, il a fallu trouver des lieux. Ça a été assez long, ça se fait pas en claquant des doigts. Ouais. Puis en plus, Séverine et moi, on travaillait dans une autre galerie avant. Et donc du coup, il a fallu faire ça en même temps, en concomitance. La recherche des lieux, du lieu, c'est un moment long, fastidieux et pénible. Et celui-ci, dès qu'on l'a visité, on est tombé sous le charme. Ah, ça a été vachement ambitieux de commencer avec un espace aussi grand. C'était probablement complètement fou et trop ambitieux. Et quand on a ouvert, on avait 3 mois de trésorerie devant nous parce qu'on n'a pas de financier et pas d'argent de famille, donc c'est vraiment que le fruit de notre travail. Et puis finalement, c'était pas une erreur parce que le quartier s'est beaucoup développé quand on est arrivé rue Notre-Dame de Nazareth. Et Camille, tu nous connais depuis le début, Romain aussi, c'était vraiment... C'était pas le même C'était quartier. pas le même quartier, ouais. C'était pas chez Lift. Non. Et aujourd'hui, on a fait un bon pari, mais mais c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup et notre gros pari c'était de se dire comment on peut... faut vous approcher, on ne vous entend pas très bien, il faut approcher au micro. En fait on a fait un choix un peu drastique à un moment donné, c'est qu'effectivement on est tombé amoureuse de cet espace qui était hyper beau et grand et on voulait un grand espace même si on n'avait pas d'argent. C'est vrai que celui-là il nous plaisait beaucoup, mais notre pari c'était de pouvoir faire venir les gens. Alors qu'en vrai on n'est pas beaucoup plus loin entre la rue Chapon et la galerie Perrotin qu'entre la rue Chapon et chez nous. Mais c'est vrai que c'était un parcours qu'il a fallu un petit peu créer. On s'est rencontrés dans la galerie dans laquelle on travaillait avant, qui est une immense galerie parisienne, une des plus grandes, la galerie Daniel Templon. On était collègues là-bas. Et puis on est partis de chez Templon pour ouvrir Backslash. Delphine voulait ouvrir une galerie. Et donc, elle m'a proposé, un peu comme ça, de but en blanc, qu'on s'associe. Est-ce que vous étiez déjà proches à la galerie ou vous étiez juste des collègues? On était collègues, ouais. Moi, c'est risqué quand même de se dire, je vais monter un business comme ça avec une personne que je croise un peu tous les jours, mais qui n'est pas... on se connaissait un peu quand même. Oui, c'était pas... Non, vous n'étiez pas non plus... Non, mais de travailler ensemble, côte à côte, on a fait... les galeries d'art font des salons, donc participe à des salons. Quand on était chez Templon, on participait à des salons ensemble, on était sur le... Voilà, on savait comment bosser l'une et l'autre quand même. Ouais. Puis c'est un bon ratio d'être collègue justement, mais pas d'être non plus meilleur ami. Parce qu'on a commencé tout de suite sur... après on est devenus très, très proches évidemment, mais... Merci de préciser. c'est pas mal d'avoir commencé comme ça vraiment dans cette idée de travail. Ouais. Moi je travaillais dans une galerie assez géniale qui s'appelait Maisonneuve. D'accord. Qui était vraiment une très bonne galerie qui a fermé quelques années après mon départ. Et donc du coup j'ai juste tout appris là-bas, et en fait je pense que pour beaucoup l'art est une passion, mais on arrive toujours dans le milieu des galeries un petit peu par hasard entre guillemets. Ce sont souvent des rencontres qu'on fait avec des gens ou voilà. Donc moi je suis arrivée complètement par hasard dans ce milieu des galeries chez Maisonneuve, et après c'est devenu vite ma passion et voilà. Oui, moi, maman est passionnée d'art, donc je suis vraiment née dedans. J'ai su taper des musées à gogo, en long, en large et en travers, en mode... Ça t'a pas dégoûté non plus ? Non, ça ne m'a pas dégoûté. Et donc j'ai fait des études d'histoire de l'art et de marché de l'art, et j'ai commencé à travailler dans une petite galerie à Saint-Germain, qui n'est pas connue du tout, qui a fermé depuis. Puis je voulais vraiment continuer. Il y a eu des périodes difficiles, donc j'ai fait des jobs alimentaires. J'ai bien enchaîné les jobs alimentaires. Je crois qu'on est tous passés un peu par là. Ouais. En mode un peu sévère, quoi. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, va falloir trouver une solution, quelque chose. Et je me suis dit, bon, je me donne 6 mois pour retrouver dans le marché de l'art, sinon j'arrête et puis je fais complètement autre chose. Et 15 jours avant les 6 mois, j'ai été embauchée chez Templon, et voilà.
j'ai envie de dire, on est assez fair play, on a fait une expo de groupe. Mais alors, une expo de groupe, alors que vous commenciez la galerie, vous aviez déjà en fait une programmation artistique, déjà une équipe que vous aviez montée. D'ailleurs, votre programmation à ce moment-là, elle s'étalait sur combien de temps? Vous aviez une programmation sur 1 an, 3 mois? Je crois qu'on avait 7 artistes qui avaient fait le pari complètement fou de nous dire oui alors qu'on n'avait pas de galerie. Ouais. On n'avait même pas d'espace. C'est génial ça. Et ces artistes avec qui vous êtes encore, avec qui vous bossez encore? Pour 3, oui. Ouais. Alors là, oui, voilà. Il y a Rero, Fahamou Pekou et Luc Schumacher. Ce sont les 3 qui nous ont suivis sur les 7. Enfin, c'est pas qu'ils sont partis ou machin, mais il y a des carrières qui vont. Oui, après c'est long, 10 ans, donc voilà. Et par contre, aujourd'hui, on vient d'annoncer notre 15e collaboration actuelle. Là, on a 15 artistes avec lesquels on travaille aujourd'hui. Duncan Willy, qui est un artiste franco-zimbabwéen, pardon, c'est un peu compliqué à dire. Et voilà, ils sont 15 artistes internationaux aujourd'hui. Ça fait une grosse écurie quand même. Après, il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés 1 ou 2 ans après la création de la galerie, parce que je crois qu'en fait, il nous a fallu un petit peu de temps pour peaufiner, et avec qui on travaille toujours. Donc en fait, je dirais qu'on est vraiment une équipe assez soudée. Ça n'a jamais été le propos, même si moi j'adore les programmations de galeries comme chez Valentin ou d'autres galeristes qui prennent vraiment des risques énormes en défendant par exemple que la scène française ou que les artistes d'un certain mouvement, comme vous connaissez peut-être Denise René qui a défendu l'op art. Voilà. Nous, non, c'est vraiment au coup de cœur. On a une programmation super éclectique et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Séverine et moi, on a des goûts super différents. Ça se fight un peu là pour la dernière. Ah ouais, ça se fight surtout en plus avec le temps, parce qu'on passe le temps à s'envoyer des artistes ou à se dire. Alors du coup, c'est ce qui rend le job aussi passionnant, parce que voilà. Mais du coup, parfois on s'envoie des artistes et l'autre dit ah non, pas possible. Et du coup, qui est un artiste qui devient potentiellement très connu, qui rentre chez Gagosian, on fait ah bah voilà, tu vois, je te l'avais dit. Et donc maintenant on se dit souvent genre tu vois, je te l'avais dit. Mais alors du coup réciproquement. Et oui, donc effectivement, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Donc quand on tombe d'accord sur le travail d'un artiste, c'est assez exceptionnel. Donc direct, on fonce, on envoie un mail. Voilà. Et au Don Chimek, par exemple, vraiment, ça a été un espèce d'immense coup de cœur. Et pour une fois, on n'a pas attendu, parce qu'on attend très longtemps. En général, on suit, il faut qu'on regarde, qu'on voit, qu'on connaisse la personne aussi, c'est très important. Et là, on a foncé assez vite. En fait, on a eu un coup de foudre pour son travail. C'est pour tout le monde dans n'importe quel milieu pareil. Je pense que quelqu'un qui a une bijouterie, une boulangerie, une menuiserie, c'est exactement la même chose. Faut avoir le goût de l'entrepreneuriat ou pas, quoi. C'est très compliqué. Après, c'est quelque chose. En fait, pour dire la vérité, pendant 1 an, on dort pas. On compte. Vous savez, pendant 1 an, on dort pas parce qu'on ne sait pas du tout comment on va faire pour dans 2 jours, on doit payer le loyer, on peut pas. Et finalement, on prend assez vite l'habitude de faire ça. Puis les choses après, elles vont mieux et l'entreprise va mieux. Et voilà, après, on apprend un peu comme les artistes d'ailleurs. On est vraiment très similaires, je pense, en termes de fonctionnement. On apprend à vivre avec des deadlines et des choses compliquées tout en continuant nos projets. Et quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer en tant que galeriste? Soyez sûr de votre choix. Alors à part quelques exceptions rares, c'est un boulot de passion et c'est pas un boulot où on gagne des 1000 et des 100. C'est pas un boulot qui va vous rapporter. Ne le faites pas pour l'argent. Non, faut pas le faire pour l'argent. Mais par contre, c'est un métier au-delà de passionnant, parce qu'on est tout le temps en contact avec des gens géniaux. Puis après, comme tous les entrepreneurs, on fait comme on veut. Quand on veut, et ça c'est assez génial. Donc par contre, quand on se trompe, on se trompe durement. T'en prends qu'à toi. Ouais, donc ça c'est. Mais après, voilà, on est très similaire du fonctionnement d'une PM. Ça reste un milieu macho. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de vieux travers de gens qui nous demandent à parler au patron. Voilà, c'est ça. Et on dit c'est nous. Oui, mais au vrai patron. Ça arrive assez régulièrement. Et encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, un peu moins maintenant, mais c'est vrai que ça arrive encore aujourd'hui. Moi, je trouve pas que les choses elles aient tellement changé. Mais c'est vrai qu'en général, on dit, après, il faut juste le prendre avec beaucoup d'humour aussi et dire, vous commencez très mal votre négociation.
Et bam. Comme toutes les femmes, je pense qu'il faut s'imposer. Ouais. Après, peut-être que c'est un milieu qui laisse un peu plus de chance quand même. Il faut être de fort caractère aussi. Et puis voilà, après, comme dans tous les milieux. Ouais, faut faire sa place, quoi. Faut pas se laisser faire. C'est vrai qu'on se dit souvent que le monde de l'art est un milieu plus tolérant. C'est pas toujours vrai, je pense pas. Je pense que les choses, elles évoluent lentement, comme partout dans la société. Ouais. Très vite compris avec Séverine que si le galeriste d'à côté fonctionne bien, c'est bien pour nous. Et en plus, on est quand même super copains. C'est une génération, la nôtre, quarantenaire et un peu cinquantenaire, de galeristes où on est tous hyper soudés. Tu sais, Romain, tous hyper copains. Et du coup, c'est important pour nous de générer de la générosité. Et je pense que, alors ça paraît peut-être très naïf, mais aider quelqu'un, on sera aidé en retour. Et puis voilà, puis on s'apprécie tous. On n'est plus dans les années 90-2000 où c'est le concurrent. Non, nous, c'est le confrère et la consoeur. C'est différent. Ouais, carrément. Puis après, oui, je pense que c'est un phénomène de société un peu général, quoi. On n'a pas besoin d'être en concurrence, on ne vend pas la même chose. Alors certes, le nombre de collectionneurs est réduit, mais en même temps, prends un collectionneur par la main et emmène-le chez un confrère pour lui faire découvrir un artiste formidable, il sera reconnaissant à vie. Et c'est ça qui compte, c'est de partager la passion. Et c'est un métier qui est tellement difficile justement de tenir. Si on partage pas, c'est pas possible. Après Session, c'était vraiment né de l'idée un peu où on en avait marre. Que ce soit les agendas, les visites de galeries, les foires, etc., tout était tout le temps archi payant. Ce qui est normal quand on monte un événement, ou quand on doit embaucher des gens, ou qu'on produit du travail. Mais pour les jeunes galeries, c'est compliqué de toujours devoir payer. Et donc on voulait vraiment essayer de trouver une formule pour que ce soit un événement un peu gratuit et un peu mélangé. Mais ça a bien marché en plus. Ouais. Parce que quand ça s'est passé chez vous, il y a eu pas mal de monde, la presse qui a suivi. Après j'étais chez Paris-Beijing. Pareil, ça a été... Après chez Bertrand Grimont, ça a très bien marché aussi. Et puis après, il y a eu le Covid, tout ça, c'est un peu compliqué. On a eu les gilets jaunes aussi. Oui, on a eu les gilets jaunes, tout ça. Nuit debout. On a pas mal, en fait, vu qu'on est dans un quartier qui est central pour toutes les manifestations. Dès qu'il y a une manifestation, ça bloque le quartier et donc du coup, ça bloque la on va les reprendre les sessions. Mais il le faut de toute façon. On va le refaire, on va trouver d'autres galeries. Voilà, on a déposé la marque à l'INPI, donc on l'a pas fait pour rien, on va continuer. Non, parce que c'est vrai que c'est une super idée et c'est aussi, et puis c'était pas spécialement pour faire méga du réseau et des ventes et tout ça, c'était aussi parce que, par exemple, on voit toujours partout dans la presse, c'est la galère pour les galeries ça va pas, blablabla, toujours des choses assez négatives. Et nous, on avait envie de dire, nous, en fait, on fait quand même des choses géniales. On s'entend bien entre nous, on échange des choses. Et venez voir. C'est très proportionnel aussi. Il y a beaucoup plus de comédiens et d'artistes, et c'est très proportionnel. Évidemment, la presse généraliste, elle parle de groupes de professions qui sont plus importantes. C'est évidemment aujourd'hui complètement aberrant que les centres d'art soient fermés, que Pompidou ou le musée du Louvre soient fermés, je comprends, et encore, j'ai du mal. Mais les centres d'art qui reçoivent en moyenne 5 visiteurs par jour, ça c'est inadmissible. C'est pareil, je vais pousser mon coup de gueule contre les galeries qui sont fermées aujourd'hui alors que les maisons de vente volontaires sont ouvertes. Je suis d'accord. Non, et puis, en général, nos espaces sont très grands. Non, mais je veux dire, il y a 4 personnes dans 200 mètres carrés. En général, je pense que c'est au niveau de la situation sanitaire, c'est pas compliqué. En plus, c'est rare quand tu as 300 personnes en même temps. Oui, voilà. Vernissage, oui, mais on n'en fait plus de vernissage actuellement. Il faut quand même rappeler que les galeries, c'est des mini-musées et c'est gratuit. Et c'est pas parce qu'on va dans une galerie qu'on est obligé d'acheter une œuvre d'art, pas du tout. Oui, mais alors, et les galeries, c'est gratuit. Après, c'est un peu historique en France, c'est un peu culturel de s'intéresser surtout aux livres, au cinéma et tout, et c'est génial. Mais moins aux arts visuels. Mais vous pensez que c'est une question de lobby ?
Que le lobby des arts visuels n'est pas assez puissant. Je pense que c'est une question d'éducation artistique. Oui, c'est une question. Et non, puis surtout, alors en termes de défense politique, on est quand même en France. Donc les Beaux-Arts, c'est super important depuis Louis XIV, même François Ier. Ça date pas d'hier. Ceci étant, c'est sûr que aujourd'hui, un ministre de la Culture a plus tendance à défendre les intermittents que les plasticiens. Ce que je peux comprendre aussi, les intermittents en ont vraiment besoin, mais ils n'ont pas les plasticiens. On a tendance à oublier les plasticiens énormément. Parce que du coup, ils n'ont pas la sécurité du statut d'intermittent. Pas du tout, non. Ils n'ont rien. Non. Alors, c'est les plus mal logés de toute la société. Ils n'ont rien du tout. Et pourtant, dans l'actualité... Et alors que Picasso a été dans cette situation-là, Matisse a été dans cette situation-là, et la population française est ravie d'aller visiter des expos de Picasso et Matisse. Ils ne se souviennent pas de ce que c'était leur vie, ils se souviennent de ce que en fait, ça a insufflé après. Voilà. Donc, ils voient les artistes sont essentiels. Les gens qui sont blindés. Les artistes sont essentiels, quoi. Ouais, et puis ils sont au cœur de la chaîne créative, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir après, justement, au cinéma, dans la publicité, dans la mode, etc., souvent, le cœur de ces recherches, elles viennent des arts plastiques. Les gens qui font des carnets de tendance aujourd'hui, qui vont décider quelle couleur vous allez porter l'année prochaine sur votre veste de telle manière et tout, ces gens-là, comme, je sais pas, Jacques Mus, Olivier Roustin, tout ça, la source principale, c'est les arts plastiques. Parce que c'est vrai que les artistes plasticiens sont vraiment au cœur de la recherche. Et ils se font souvent voler soit leurs idées, ou ils sont souvent assez malmenés. Parce qu'ils n'ont pas de statut vraiment... Bien défini. Ça devient une source d'inspiration pour tout le marketing. Ouais, voilà. Exactement. Des marques de joaillerie qui n'hésitent pas à piquer des choses à pas mal d'artistes. Alors nous, à Backslash, c'est compliqué de nommer les marques qui l'ont fait parce qu'il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien eu. Mais bon, c'est évident. Mais par contre, il y a des histoires qui sont très 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 connues avec des artistes super connus. Lady Gaga. Et Orlan. Lady Gaga et Orlan. Et Lady Gaga et Yann Fabre. Yann Fabre et Orlan sont des artistes contemporains majeurs. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais c'est vrai que même chez les jeunes artistes, nous, on a des artistes à Backslash qui se sont fait approcher par des DA, des marques, etc., qui sont allés parler de leur travail, donner des monographies, des catalogues, etc., et qu'on retrouve dans des collections 6 mois plus tard. Alors évidemment, les DA sont suffisamment... Après, c'est leur boulot en même temps. Non plus ils s'inspirent. On dirait, je me suis inspiré. Mais c'est vrai que du coup, il y a rarement une juste rétribution. C'est-à-dire qu'ils pourraient pousser un peu le travail, que ce soit dans la renommée, parler de l'artiste, acheter une pièce, etc. Et il y a souvent une impunité, parce que ce ne sont pas les galeries majeures, qui allons porter plainte. Mais même quand je me souviens très bien du procès Xavier Vélan, Orlinski. Orlinski a complètement tout pompé à Xavier Vélan. Ça, c'est encore une autre histoire, parce que c'est une bataille entre 2 artistes. Si on considère qu'Orlinski est un artiste, oui. Chacun sa vision des choses. Ce qui fait une autre question. Voilà. Xavier Vélan, tout artiste de Perrotin qu'il soit, et avec les moyens, il a perdu. C'est inadmissible qu'il ait perdu. C'est injuste, mais voilà, c'est arrivé. C'est toute la question de la contrefaçon. Elle est très mal reconnue dans le code de la propriété intellectuelle pour les arts visuels. Parce que la frontière est mince entre l'auteur, son idée et sa matérialisation. Et ça génère en fait beaucoup de débats. Et il y a eu aussi un procès assez célèbre entre Philippe Ramette et EDF. EDF avait fait toute une campagne de communication où tu avais une femme qui dormait au plafond, par exemple. Et donc du coup, il a porté plainte contre EDF, et la société de communication qui avait géré cette campagne. Et il a perdu au motif que... c'était de l'inspiration. L'idée ne pouvait pas... tu ne peux pas déposer une idée. Il y a la notion de l'hommage aussi, c'est très compliqué. On est toujours à flux tendu dans ces procès-là, ou quand il y a procès. C'est très très compliqué, mais malheureusement, c'est souvent... En fait, il y a un truc où en défaveur de l'artiste. Le code de la propriété intellectuelle va reconnaître une forme de paternité à partir du moment où c'est signé. Mais par contre, dans le concept,
c'est beaucoup plus difficile à défendre parce que les juristes sont assez carrés et n'ont aucune façon d'interpréter ce que c'est qu'un concept et comment lui donner cette propriété. Il n'y a pas de magistrat spécialisé. Après, il y a une question d'argent aussi qui est claire et nette parce que quand on entend parler de quelques process, soyons honnêtes, je pense qu'un plasticien sur 5 se fait un peu piquer des idées, entre guillemets, et que ni lui, ni ses galeries quand il en a, sont capables de prendre un avocat. Et puis de se payer le meilleur avocat, parce que c'est pas les mêmes prix. Donc bon, après c'est vrai que c'est un jeu aussi tout ça, et les hommages c'est important, et puis c'est aussi important que les idées circulent. Après il ne faut pas être non plus complètement fermé, mais c'est vrai que les plasticiens, que ce soit dans leur statut en tout cas, et que dans leurs idées, sont pas du tout assez défendus. Et après, on est comme tout le monde, on a des espèces de moments d'abattement quand même. Hein. On a la chance d'être deux. Oui. C'est pas tous les galeristes, et donc du coup, il y en a toujours l'une ou l'autre qui allez, vas-y, on va y aller, on va y arriver, on va y arriver. Un peu, mais bon, en fait, on est obligé de rebondir, comme tout le monde, et de trouver des idées. Et oui, les vidéos, on a mis un peu de temps, parce qu'au premier confinement, je pense qu'on a mis combien de temps? 10 jours? Ça va, 10 jours. Tu sais, moi j'ai des mecs qui ont pris conscience du confinement au bout de 3 mois, tu vois. Non, pendant 10 jours, on était trop abasourdis et on avait plein de problèmes à régler, administratifs, d'argent, tout ça. Puis après, très honnêtement, on s'est dit la meilleure réponse, c'est les vidéos. Alors, je le dis devant l'écran, on déteste être filmé. Mais c'est pas filmé sans direct, c'est bon. Ouais, voilà. Et donc du coup, mais on s'est habitué, mais c'était difficile au début. C'était dur. On a vraiment l'air constipé sur les premières. Il faut les revoir et se fiche de nous. Tu sais quoi, on en mettra sur YouTube, on en mettra en insert sur YouTube. Choisissez bien les premiers. Non, on prendra les plus dégueulasses. Comme ça, et en plus, il faut penser qu'on était chacune chez nous. Ouais, c'est ça. Toute seule devant notre ordi, genre. Mais c'est peut-être pas plus mal parce que si vous avez été toutes les deux ensemble, les prises de vue comme ça où on est deux, ça se moque un peu, ça se chamaille. Oui, mais c'était compliqué les premières. Puis moi j'avais du mal à improviser pour pas faire des à longueur de temps, donc j'avais mon texte et ça faisait c'était vraiment acteur studio. Je tiens à remercier l'Académie des Beaux-Arts. Non, ça a été et c'est dur. Et j'ai vu, il y a plein de galeristes qui se sont mis aussi à la vidéo. Et je trouve ça génial parce que je trouve que ça rend les choses vivantes et accessibles. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une profession. C'est ce que disait Thomas, on n'est pas là pour faire la Miss Météo devant les autres. Nous, on a du mal parce que c'est vrai qu'on est dans un métier qui sont plus dans l'échange direct et on n'aime pas trop se mettre en avant, on n'est pas des showman. Et oui, ça a été un apprentissage. Et il y a toute la technique derrière. Ah bah oui, il y a le montage après. Il y a pas le montage, les sous-titres. Et là, j'ai Scorsese à côté qui nous a monté toutes les vidéos. Mais bon. En plus, quand tu ne connais pas, tu tâtonnes au début, c'est chiant, tout est long, tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Franchement, moi j'ai ouvert eMovie pour la première fois de toute ma vie au confinement. En disant alors comment on monte une vidéo, comment on met du son, ah oui il faut de la musique. Tutoriel. On devrait mettre Beyoncé, ah ben non j'ai pas les droits. Première vidéo, bim, refusée par Instagram. Ah bon, je vais aller chez le libre de droit, j'ai que des musiques d'assesseur. Mais comme tout le monde, après, moi je trouve que c'est comme ça qu'on apprend comme ça dans notre travail. Moi j'ai appris Photoshop comme ça en galerie en arrivant et en allant toucher des photos. Des petits papiers avec des questions sur des thèmes bien. On connaît. Sur des thèmes, voilà. Vous avez le droit à un joker, mais vous êtes deux, j'aimerais que vous en choisissiez un pour l'autre. Un pour l'autre. Je choisis le tien tout de suite en premier. Ça c'est dur. Ah bah oui. J'espère qu'il est bien. Pire expérience en foire. Un Slick Bruxelles qu'on avait fait déjà. Oui, on l'avait fait là en mode économie. On avait loué un espace, on avait fait rentrer toutes les œuvres dans le coffre. Voiture qu'on maîtrisait pas hyper bien, enfin moi je sais pas conduire, mais Delphine. C'était le début des freins à main automatique. Ah, sur le bouton. On a mis un certain temps à comprendre comment ça se passait. J'ai fait patienter un nombre de Bruxellois. T'as fait la blonde. À chaque feu rouge, je me suis tapé des klaxons, après j'arrivais pas. Ça c'était compliqué et du coup on avait un hôtel au-delà de Merdier
merdique parce qu'on avait pris l'hôtel de France devant la gare. Ah, super. L'hôtel de France devant la gare de Bruxelles, c'est compliqué. Il y a un hôtel de passe, non? Je sais pas, mais enfin, en tout cas, on avait tellement pas de thunes qu'on avait pris c'était 50 € la nuit, je crois. Oh là là, l'angoisse. Et voilà, par exemple, on arrivait à la foire, donc montage, on avait installé une balançoire au milieu du stand parce que c'était un projet, bref. Et on devait accrocher une œuvre de Charlotte Charbonnel qui était reliée à de l'électricité et du son. Et donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai monté sur les échafaudages pour aller me relier avec la corde de la foire en haut. Et en agrafant le câble, j'ai coupé l'électricité de toute la foire. Noir. J'étais tout en haut et d'un seul coup ça fait shutdown. J'ai vu Delphine en bas, on a fait toutes les deux genre. Ah non. Voilà. C'était bon ça. Ouais, donc on en a plein de souvenirs comme ça. Alors vas-y, du coup Séverine, à toi. Alors. T'en prends un au hasard. Tiens. Ah non, c'est toi, tu le lis, c'est Delphine qui répond. Ah, pire souvenir en vernissage. Ah oui. Oh là là, on avait fait. Bon, c'est clairement pas de sa faute, il y était absolument pour rien, mais on avait fait en 2012 une exposition, un commissariat. Quand on a fait un commissariat, c'est qu'on invite quelqu'un, connu en général, pour organiser une exposition avec lui qui choisit les artistes et les œuvres exposées au sein de notre espace. Et donc on avait invité Mathieu Mercier, qui est un prix Marcel Duchamp. Le prix Marcel Duchamp, c'est les artistes, c'est le prix le plus important, c'est les Césars de l'art contemporain. C'est le César de l'art contemporain. Et Mathieu, qui est un artiste extraordinaire, et pendant le vernissage, il y avait, c'était hors Covid, je précise, c'était en 2012, il y avait mais je sais pas combien de personnes, on ne pouvait même plus sortir de la borne d'accueil avec Séverine. On était complètement coincés. Ouais, il y avait trop de monde. Au-delà des œuvres cassées, il y en a quand même eu une, mais enfin bon, c'était pas gravissime, mais bon, il y a quand même une cassée. À la fin du vernissage, on buvait un petit verre, en fin de vernissage, il était 21h30, et il y a quelqu'un qui monte, qui va aux toilettes, et là, on s'est rendu compte que sur un des murs, il y avait un énorme tag. Mais pas un petit tag, tag qui faisait 3 mètres sur 3, quoi, sur un des murs du fond. Ouais. Ah, des murs de la galerie? Ouais. Je sais pas d'œuvre, ouais. mais il y avait un mec qui avait fait un tag dans la galerie. Ouais. Devant tout le monde. Ouais. Et tu nous vois le lendemain matin arriver à 8h du mat en mode peinture, lendemain de vernissage, en mode... Et comme c'était un tag noir avec les yeux qui se rencontrent, comme c'était un tag noir, il fallait d'abord poncer, après faire du gris et après faire du blanc. Et ça nous a pris toute la journée de... Merci au tagger. Hein. Ouais. Qui n'a pas fait carrière d'ailleurs. On avait regardé son blaze et tout pour voir si on pouvait pas le retrouver, mais on n'a pas trouvé. Il a disparu. Voilà. Message que je répète depuis mes 25 ans de carrière. Je sais, j'ai l'air jeune, mais c'est déjà 25 ans. Les galeries, c'est gratuit. Il faut venir. Les galeries, c'est gratuit, c'est à côté de chez vous. Ça change tous les mois et demi et les gens sont beaucoup plus sympathiques que vous pouvez penser. C'est ça. En posant quelques questions, vous pouvez vite lier connaissances. Et ce sont souvent des artistes qui ont votre âge et qui font des choses qui vous parlent de votre quotidien. Donc allez-y, ouais. Artistes que vous retrouvez en musée après. Réouvrez les galeries, s'il vous plaît, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup plus safe que le train, Monoprix, et même dans la rue. Donc il n'y a aucune raison que les gens soient privés d'un peu de beauté. Moi, la série, c'est Mrs. America. Ok. Voilà. Je vais continuer dans le même truc, dédicace à ma copine Marie-Laure qui m'a offert Sorcière de Mona Chollet. Et c'est quoi la dernière? La musique? Musique, Beyoncé, on va rester dans le même délire. Hein. Girl Power. C'est une mais c'est, je pense, quelqu'un d'essentiel aussi. Ouais, tout peut coexister en fait, c'est ça qui est important. Après, j'avoue, je rejoins Delphine qui m'a prêté Sorcière. De Mona Chollet. Que je vais peut-être acheter pour moi-même, qui a été, même si c'est vrai qu'on a toujours été un tantinet féministe, puisque de toute façon par obligation, j'ai envie de dire. Et elle était un livre assez révélateur, et qu'il faut absolument lire. Alors pour nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain chez Raphaël Denis. Et on va parler d'œuvres d'art spoliées de la Seconde Guerre mondiale et on va visiter son atelier qui n'ouvre pas à tout le monde, alors c'est un peu une chance. Exactement.
Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, un petit abonnement, un petit like, ça fait pas de mal, c'est gratuit et nous, ça nous permet de pouvoir produire des émissions de toujours meilleure qualité.